Bonsoir. L'affaire Cahuzac a sans doute été ressentie comme l'un des pires scandales de ces dernières décennies en France. Un scandale et une blessure collective parce qu'il y a eu mensonge au plus haut niveau et parce que ce mensonge a été accompagné d'une traîtrise. Où était la fameuse République exemplaire promue par François Hollande? Depuis, les choses ont un peu bougé, des lois ont été votées, mais la grande évasion fiscale a-t-elle cessé pour autant? Grande évasion fiscale, des politiques au-dessus de tout soupçon, c'est donc le troisième volet du film de Patrick Banquet. On regarde ensemble avec nos invités et puis après, on en discute. J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement, et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Détenir, sans le déclarer, un compte à l'étranger. Monsieur Cahuzac, est-ce que vous voulez bien vous lever? Levez la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Le ministre du Budget, chargé de lutter contre la fraude fiscale, vient d'avouer qu'il détenait depuis des années un compte non déclaré en Suisse. Cet incroyable scandale intervient alors que les gouvernements de la planète, étranglés par leur dette publique, mènent un combat vital contre l'évasion fiscale. Des sanctions sont déjà tombées. Depuis 4 ans, la banque UBS, qui s'est particulièrement distinguée dans les activités illégales, paye aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France de lourdes amendes. En Suisse, en 2013, une violente offensive américaine a brisé le secret bancaire. Au cours de grandes messes internationales, les dirigeants de la planète ne cessent de promettre que l'échange automatique d'informations entre tous les États sera la solution miracle de demain. Et en France, l'affaire Cahuzac n'est-elle que l'histoire d'un cas isolé, d'un dissimulateur solitaire, ou au contraire, le symptôme révélateur que ce pays est incapable de lutter contre l'évasion fiscale? Je n'ai jamais accepté l'idée que ce serait la faute d'un homme. C'est le système qu'il faut mettre en cause, ce système qui permet tout cela. Nous ne sommes pas dans une société où l'on a très envie de rompre avec la fraude fiscale, une société où l'argent a pris une grande place, et où ceux qui fraudent sont en général parmi les plus puissants. Des puissants qui trouveraient protection dans la citadelle de Bercy, au ministère du Budget. Le ministère du Budget, c'est le ministère de l'argent intime de chacun, où il y a beaucoup de secrets, voilà, et de secrets qui dérangent. Ça fait partie des ministères chantage, des ministères où on sait des choses. L'affaire Cahuzac oblige la France à s'interroger sur sa volonté de lutter ou non contre l'évasion fiscale. Il y aura un avant et un après Cahuzac. Les gouvernements ne pourront plus enterrer les affaires politiques et les affaires de corruption. Relire l'histoire de ce scandale, c'est entrouvrir la porte d'un monde opaque dont les politiques aimeraient bien protéger les secrets. La descente aux enfers du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac,
commence le 4 décembre 2012 par la publication d'un article sur le site d'information en ligne Mediapart. Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a détenu pendant de longues années un compte bancaire non déclaré à l'UBS de Genève. Quand Mediapart publie le premier article du 4 décembre 2012 qui révèle l'existence du compte suisse de Jérôme Cahuzac, nous sommes plus que sûrs de notre fait. À l'Assemblée nationale, le lendemain, l'article de Mediapart fait scandale. Monsieur le ministre, pour dissiper tous les doutes, dans l'intérêt de tous, pouvez-vous répondre précisément cet après-midi aux 3 questions suivantes? Première question, est-il exact, monsieur le ministre, que vous avez eu un compte non déclaré à l'Union des banques suisses de Genève pendant de longues années? Deuxième question, est-il exact que vous êtes déplacé en Suisse début 2010 et que vous avez clôturé ce compte à la veille de votre élection à la présidence de la Commission des Finances? Troisième question, est-il exact, monsieur le ministre, que les avoirs ont ensuite été transférés dans un paradis fiscal en Asie? Monsieur le ministre, ces accusations sont d'une extrême gravité. Il est essentiel que vous disiez toute la vérité cet après-midi devant la représentation nationale et devant les Français. Merci. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Les éléments probants, Mediapart va les publier le lendemain en révélant l'existence d'un enregistrement. Est-ce qu'il fallait diffuser l'enregistrement dès le premier article, etc. Nous n'avions pas l'accord de la source. Donc il est hors de question pour nous de trahir la source. C'est après les premiers démentis que la source nous a dit, c'était son expression, bon, d'accord, allez-y, concernant l'enregistrement. Donc, nous l'avons fait. Là, c'est que j'ai toujours un compte ouvert à l'IBS, qui me déclarait maintenant. Ça peut me faire c'est l'IBS. C'est extrêmement cher, mais j'ai y allé, je ne peux pas y aller. C'est pas quand même. C'est difficile d'avoir un compte ouvert là-bas. Surtout si l'IBS et l'appartement, on a tout planqué donc. Après la diffusion de l'enregistrement, la pression monte d'un cran. Jérôme Cahuzac, harcelé par les médias, continue de nier. Pouvez-vous affirmer simplement, ce n'est pas moi, je parle évidemment de la voix que l'on entend sur cette bande? Je dément en bloc et en détail, et en conséquence, ce n'est pas moi. Le compte suisse n'existe pas? Le compte suisse n'existe pas. Et la conversation de 2000 n'existe pas? Je ne vois même pas à quoi cela peut faire référence. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. À gauche, on soutient sans réserve. Croyez-moi, chacun a affiché sa solidarité à l'égard de Jérôme Cahuzac, qui traverse en effet un épisode particulièrement désagréable. Jérôme Cahuzac peut-il rester au gouvernement? Mais écoutez, oui. Moi, j'ai toute confiance en Jérôme Cahuzac. Et j'imagine ce qu'il ressent en ce moment. Et hier, c'est pas n'importe où qu'il s'est exprimé. Il a été interrogé, il l'a fait dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Quant à l'enregistrement, il n'intéresse pas le Premier ministre. Et l'élément rendu public hier soir par Mediapart ne vous ébranle pas? Je n'ai pas eu le temps d'observer cela, mais moi je fais toute confiance à Jérôme Cahuzac. À droite, pour le moment, on refuse de juger. Moi j'attends surtout de celui qui accuse qu'il apporte des preuves. C'est dans ce sens-là. En France, en droit français, en justice, en général, c'est celui qui accuse qui apporte des preuves. À l'Élysée, silence radio. Pourtant, le président de la République a été prévenu que la voix de l'enregistrement était bien celle de Jérôme Cahuzac. Quand même, on découvre que le détenteur de la pièce la plus accablante pour Jérôme Cahuzac, l'enregistrement,
Michel Gonel, le 15 décembre, prend attache avec la présidence de la République pour dire « tout cela est vrai ». Je suis le détenteur de l'enregistrement. Levez la main droite. Michel Gonel est un ancien adversaire politique de Jérôme Cahuzac. Il confirmera définitivement l'origine de l'enregistrement quand il témoignera, 6 mois plus tard, devant la commission d'enquête parlementaire réunie pour examiner l'attitude du gouvernement dans ce scandale. C'est-à-dire que j'ai reçu 2 messages. Sur ma boîte vocale fermée, j'ai reçu 2 messages. Un premier message où je reconnais le numéro d'appel de Jérôme Cahuzac qui me dit « Michel, je t'annonce une très bonne nouvelle, Daniel Vaillant a accepté de venir inaugurer notre nouveau commissariat de police ». Après avoir laissé son message, Jérôme Cahuzac raccroche. Mais par inadvertance, il redéclenche son appareil qui enregistre alors sur le répondeur de Michel Gonel la conversation qu'il est en train de tenir dans la pièce. Donc pour moi, utilisateur de mon appareil, il n'y avait aucun doute, aucun doute. Je dis bien, devant vous, messieurs les parlementaires, aucun doute sur l'origine de cet appel. Et c'est ce que je voulais transmettre au président de la République. C'est ce que je voulais lui dire. Michel Gonel appelle Alain Zabulon, le directeur adjoint du cabinet de François Hollande. Sa réponse a été de me dire, vous comprenez que c'est une affaire extrêmement sensible. Je dis oui, c'est peut-être pas la peine que vous me le disiez, j'ai compris que c'est une affaire sensible. Et écoutez, je vais en référer. Je ne peux pas vous recevoir parce que j'organise l'arbre de Noël de l'Élysée qui a lieu cet après-midi. Et donc, il n'avait pas le temps de me rencontrer, même en ville. Donc, il m'a certifié qu'il allait me rappeler. Voilà. Et j'attends encore. Il est certain que l'Élysée a fermé les yeux et les oreilles quand ils ont été en mesure de savoir. Et pendant 3 semaines, il ne se passe rien. Mediapart, sidéré par le peu de réaction des pouvoirs publics, écrit au procureur de la République. Monsieur le procureur de la République, vous n'êtes pas sans savoir que des informations révélées par notre journal en ligne Mediapart font l'objet depuis 3 semaines d'un débat public. En l'état, aucune procédure judiciaire ne vise donc à satisfaire la vérité. Et l'enquête judiciaire du parquet de Paris a été déclenchée par quoi? Elle a été déclenchée par un courrier que Edoui Plenel, directeur de Mediapart, a envoyé au procureur. Devant la commission d'enquête parlementaire, le procureur fera un aveu pour le moins étonnant. Moi, je réfléchissais, j'étais pas encore trop sûr de ce que j'allais faire. J'attendais un peu de voir comment les choses allaient évoluer, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir peut vous réserver. Et est intervenu le courrier de M. Plenel. Alors, il est sûr que c'est pas, j'ai pas pris ma décision à cause du courrier de M. Plenel, mais il est aussi évident que le courrier de M. Plenel a constitué un accélérateur de ma décision. Parce qu'à partir du moment où j'étais destinataire d'une lettre, il fallait de toute façon que je prenne une position un jour ou l'autre. Donc effectivement, ça a pu contribuer à accélérer un petit peu les choses. Le procureur de la République ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale le 8 janvier 2013. Monsieur Cahuzac, un petit mot, s'il vous plaît. À partir du moment où la justice est saisie, une question hautement politique ne va plus cesser de se poser. Comment considérer qu'à partir du moment où le procureur de la République de Paris décide d'ouvrir une enquête pénale contre Jérôme Cahuzac le 8 janvier 2013, le pouvoir exécutif, Matignon, l'Élysée, garde Jérôme Cahuzac comme ministre du Budget? Mais il est une autre question qui interpelle sur l'attitude du pouvoir politique français dans cette affaire. La démarche du ministre de l'économie Pierre Moscovici, supérieur hiérarchique de Jérôme Cahuzac. Alors que le procureur de la République vient de lancer son enquête préliminaire, le ministre déclenche, sans le prévenir, une enquête administrative auprès des autorités suisses. Est-ce que vous trouvez normal que l'administration fiscale ait poursuivi ces investigations, notamment en formulant une demande d'échange d'informations auprès de la Suisse?
Clairement, non. Quand une autorité de justice est en charge d'investigation pour déterminer si un crime ou un délit a été commis, moi, j'ai la faiblesse de penser qu'il devrait logiquement avoir le monopole des choses et que rien ne devrait se faire en réalité sans qu'il en soit avisé. Voilà. Mais qu'attendait réellement Pierre Moscovici de cette enquête? Il faut que la justice joue son rôle. Je dirais simplement que en lançant cette procédure, je n'avais pas de doute sur son résultat. Le ministre n'avait pas de doute sur l'innocence de Jérôme Cahuzac. Et pour cause. Les questions qui ont été posées à la Suisse ont été mal formulées. Elles étaient lacunaires. C'est-à-dire qu'ils ont posé une question sur Jérôme Cahuzac et simplement sur une période et sur UBS, sur la banque UBS. C'est-à-dire qu'ils n'ont posé aucune question sur son gestionnaire de fortune dont nous avions pourtant révélé l'identité, Hervé Dreyfus, ni la société pour laquelle il travaillait, Rail. Rail, c'est l'établissement par lequel a transité l'argent avant d'arriver chez UBS. Donc ils ont fait une enquête à minima, Bercy. Dernière question troublante. L'Élysée était-il au courant du lancement de cette enquête en Suisse? Et aujourd'hui, on sait, puisque ça a été confirmé, que c'est à l'Élysée qu'est décidée l'opération de Bercy d'entraide avec la Suisse le 16 janvier, 8 jours après le déclenchement de l'enquête préliminaire du parquet sur Cahuzac, à la sortie du Conseil des ministres, dans un petit bureau attenant au Conseil des ministres. Une réunion a lieu donc, à la présidence de la République, en présence de François Hollande, en présence de Jean-Marc Ayrault, de Pierre Moscovici, jusque-là, pourquoi pas, et de Jérôme Cahuzac. C'est-à-dire du ministre concerné par l'enquête qu'on allait lancer. De dire, je le jure. Je le jure. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'ai déjà dit dans quelle salle ça s'était tenu, dans la salle attenante au Conseil des ministres, que ça va durer quelques minutes et qui était présent. Était présent, monsieur Moscovici? Je vous l'ai déjà dit. Le président de la République, le Premier ministre, moi-même et Jérôme Cahuzac. Le Premier ministre? Oui. Vous-même et Jérôme Cahuzac. Le président de la République, non. Si, bien sûr. Si, ils étaient tous les quatre. Le ministre l'a dit. Mais monsieur le ministre, ça ne vous choque pas que la personne concernée soit associée à une telle procédure? Le mot associé n'est pas le mot convenable, monsieur le président. Il était présent. Vous me permettez. Vous avez déclaré tout à l'heure en réponse à une question de notre rapporteur que vous ne vous souveniez plus du tout de cette réunion. Est-ce que vous pensez que votre perte de mémoire sur cette réunion du 16 janvier est crédible vu les déclarations de Pierre Moscovici? Vous pouvez ironiser autant qu'il vous plaira, Monsieur le Président. Je n'ai aucun souvenir de cet échange de mots. Les résultats de cette enquête, décidés donc à l'Élysée, sont normalement protégés par le secret fiscal. Pourtant, le journal du dimanche en fait ses gros titres le 9 février. Les Suisses blanchissent Cahuzac. Jérôme Cahuzac n'a pas été titulaire d'un compte bancaire à l'UBS depuis 2006. Cette réponse, transmise par l'UBS via les autorités fédérales suisses et les services fiscaux français, dément formellement la possibilité d'un compte, confie une source administrative à Bercy. Heureusement que le procureur de Paris et les policiers ont dit « ça vaut rien ». Ça vaut rien, cette histoire de Bercy. On va poser, nous, nos questions. Et là, ils ont découvert la vérité. On réalise qu'à chaque étape importante du processus administratif et judiciaire, il s'en est fallu de très peu à chaque fois pour que l'affaire soit enterrée. Le 19 mars 2013, à 15h, une grande agitation règne à l'Assemblée nationale. Un ministre va tomber. À 16h, on apprend que le procureur Molins a saisi un juge d'instruction qui ouvre une information judiciaire contre Jérôme Cahuzac pour blanchiment de fraude fiscale. Trois heures après,
Jérôme Cahuzac est démissionné de son poste par le président de la République. Le président de la République a mis fin aux fonctions de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, à sa demande. Jérôme Cahuzac exclu du gouvernement, la gauche n'en démord toujours pas. Je salue en cet instant Jérôme Cahuzac. Je tiens à le remercier ici pour son action remarquable et courageuse au gouvernement, car il a été un excellent ministre de budget au service de la France. Le lendemain, la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau ministre se déroule dans une ambiance de sympathique camaraderie. On ne remplace pas Jérôme Cahuzac. On lui succède modestement. Toute l'équipe de Bercy s'affiche pour pleurer le départ de celui qui était considéré, dit-on, comme le meilleur ministre du gouvernement. À droite, bizarrement, on hésite. Tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent. Et pour moi, Jérôme Cahuzac est innocent. La présomption d'innocence doit jouer, mais politiquement, c'était devenu très difficile à gérer pour Jérôme Cahuzac et pour le gouvernement tout entier. La situation pour M. Cahuzac était probablement intenable, compte tenu des dernières informations qui ont été révélées, notamment la décision du parquet. Mais pour l'ancien ministre, la pression est trop forte. Il sait désormais que plus rien n'arrêtera la justice. Le 2 avril, il jette l'éponge. Il se rend chez le juge d'instruction pour avouer qu'il a bien un compte non déclaré à l'étranger, sur lequel se trouverait 600 000 €. Cette fois, la droite se déchaîne. Je pense donc que dans ce contexte, il n'y a qu'une issue possible pour le président de la République, c'est de remanier son gouvernement et son Premier ministre, parce qu'il faut maintenant retrouver un minimum de sérénité pour la France. Les ministres de gauche, tétanisés, font profil bas. Qu'est-ce que le président vous a dit au sujet de M. Cahuzac ? Rien à dire face à ce scandale. Comment vous tirez pour la justice sur l'affaire Cahuzac ? Monsieur Hérault, comment s'est passé le conseil? Il aura fallu attendre 5 mois et l'aveu de Jérôme Cahuzac lui-même pour que l'existence de son compte à l'étranger soit enfin reconnue. Messieurs, face à ce scandale politique, une révélation que certains, dans le landerneau politique, qualifiaient de secret de polichinelle. Seulement 7 jours après l'aveu de Jérôme Cahuzac, le président de la République tente de reprendre la main en annonçant une série de mesures. Mesdames, Messieurs, mercredi dernier, ici même, j'avais annoncé que toutes les leçons devaient être tirées de l'affaire Cahuzac. Affaire qui révèle une fois encore la nécessité d'une lutte implacable contre les dérives de l'argent, de la cupidité et la finance occulte. Une déclaration qui en rappelle une autre, datant d'1 an et demi à peine. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Si la finance est l'adversaire, alors il faut l'affronter avec nos moyens. Et d'abord chez nous, sans faiblesse. Dans le même registre, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, n'avait pas craint, lui, d'annoncer déjà des victoires. À Londres, la France s'est battue pour que les paradis fiscaux, le secret bancaire, la fraude organisée, ça soit terminé. Qui peut contester qu'aujourd'hui, des progrès spectaculaires ont été faits en la matière? Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé. Et je me battrai à Pittsburgh demain pour qu'il y ait des sanctions. Il est temps d'agir.
agir en France, agir en Europe, agir dans le monde. Il aura fallu que son ministre du Budget soit pris en flagrant délit d'évasion fiscale pour que le président de la République se décide à annoncer des mesures. Une haute autorité sera créée, totalement indépendante. Elle contrôlera les déclarations de patrimoine, mais aussi les déclarations d'intérêt des membres du gouvernement, des parlementaires, la création d'un parquet financier. Un office central de lutte contre la fraude et la corruption sera institué. Quant aux sanctions, si elles doivent intervenir, elles seront renforcées en matière de fraude fiscale. Je veux donc que l'ensemble de ces dispositions puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais. Point phare de ces annonces, le contrôle du patrimoine des élus et la création d'un procureur financier national font sensation. Merci. Mais ces projets de loi lancés à la hâte ne répondent pas aux attentes de ceux qui, depuis des années, dénoncent le scandale de l'évasion fiscale. Des parlementaires qui ont bien l'intention de profiter de l'agitation qu'a suscité l'affaire Cahuzac pour faire avancer leurs propositions. J'entends des discours très volontaristes de la part du gouvernement, comme j'en entendais parfois avant sous l'ancien gouvernement. Mais quand on lit bien les déclarations, il n'y a pas de mesures concrètes, il n'y a pas de calendrier fixé. Et on en reste encore, je trouve, beaucoup trop dans les déclarations d'intention. Un an avant le scandale Cahuzac, Éric Bocquet, sénateur communiste, a été en 2012 le rapporteur des travaux d'une commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale en France. J'ai fait 3 constats en fait. Tout d'abord, l'importance des montants impliqués par l'évasion fiscale en France et en Europe et dans le monde, c'est assez monumental. 1000 milliards d'euros pour l'Union européenne, de 40 à 50 milliards, certains disent même 80 milliards pour la France. La deuxième chose, c'est l'extrême intelligence, l'ingénierie, la sophistication des systèmes, des schémas d'optimisation mis à l'œuvre pour créer les conditions de cette évasion. Le sujet de l'évasion fiscale, effectivement, m'a transformé un peu dans ma vision des choses, m'a permis de mieux comprendre la mécanique et l'imbrication très étroite entre l'économique et le politique, représentés parfois par les mêmes. Hein, on a des exemples nombreux ici même. Et c'est là où je me suis dit où est le vrai pouvoir? Au Sénat, il va se battre pour essayer de faire passer un certain nombre d'amendements. C'est dans cet esprit déterminé, lucide et confiant que nous porterons dans ce débat des amendements visant au renforcement des sanctions, parce qu'effectivement, nous pensons qu'elles doivent être de nature à avoir un effet dissuasif fort. À quelques rues de là, à l'Assemblée nationale, Yann Galut, un député PS, a été nommé rapporteur de la loi contre la fraude fiscale déposée après les déclarations du président de la République. Madame la Présidente. Lui aussi va tenter de durcir le projet initial. Comment accepter, alors que nous sommes en responsabilité maintenant depuis 1 an, que nous demandions à nos concitoyens de participer, comme l'a indiqué Monsieur le ministre du Budget, à cet effort national de redressement de nos comptes publics et constater que 40 à 80 milliards d'euros disparaissent de notre richesse nationale pour se réfugier dans des comptes offshore, dans des paradis fiscaux. Je connaissais l'existence du phénomène, mais je n'avais aucune mesure de l'importance et de l'accélération de ce phénomène ces dernières années. Et je décide donc de mener, avec d'autres députés, bien entendu, avec d'autres élus, ce combat, mais j'en fais mon combat principal. Ce texte-là va nous permettre d'aller encore plus loin, accompagné par la volonté du gouvernement. Donc aujourd'hui, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous invite, bien entendu, à débattre et à adopter cette nouvelle législation. Nous avions, avant cette loi, une des législations pénales les plus laxistes à l'encontre des évadés fiscaux. Donc cette loi, elle a d'abord cet objectif-là, mettre au même niveau notre législation. Pendant des semaines, entre Assemblée nationale et Sénat, la bataille des amendements fait rage. Nous venons de vivre 10 années d'impuissance volontaire et voulue en matière de fraude fiscale et c'est scandaleux. Alors pourquoi cette précipitation? Tout simplement par rapport à l'actualité.
Il fallait faire oublier l'affaire Cahuzac. Permettez-moi de vous rappeler que concernant la finance, nous avons depuis plusieurs mois mis en place des actions que vous n'aviez pas mises en œuvre. Je dois dire que cela relève à ce stade, je ne veux pas vous vexer, mais de mon point de vue, plutôt de la cacophonie. Des mesures répressives nouvelles vont pour la première fois être adoptées. Sur l'utilisation de méthodes d'investigation plus musclées, telles que la mise sur écoute, les filatures ou les infiltrations des circuits de fraude. Sur la possibilité d'acheter des documents bancaires volés, comme le font déjà les Allemands. Sur la protection des lanceurs d'alerte et des fraudeurs repentis. Sur une plus grande transparence des banques dans leurs activités financières à l'étranger. Mais les affrontements autour d'un amendement vont jeter le doute sur la volonté du gouvernement de sanctionner réellement les fraudeurs. Cet amendement, on l'appelle le verrou de Bercy. Comment accepter, Monsieur le ministre, que le gouvernement n'ait pas voulu faire sauter le verrou de Bercy? Bercy, citadelle imprenable. Inconnu du grand public, ce verrou ferme la porte à bien des secrets. L'affaire Cahuzac va permettre de percer une partie de son mystère. L'expression « verrou de Bercy » signifie que seule l'administration fiscale, et donc son chef, le ministre du Budget, a le pouvoir de transmettre à la justice des affaires d'évasion fiscale. De transmettre ou de ne pas transmettre. En clair, la décision de poursuivre ou non un fraudeur appartient au ministère du Budget et pas à la justice. Je crois qu'on est l'une des seules grandes démocraties occidentales, comme on dit, à avoir ce qu'on appelle le verrou de Bercy en matière de poursuite pénale pour des faits de fraude fiscale. Ce verrou, qui existe depuis un siècle, c'est Jérôme Cahuzac qui en avait la clé. C'est lui, le ministre du Budget, qui a le monopole de la plainte. Alors, s'il ne dépose pas plainte, tout se bloque. Éric de Montgolfier a toujours défendu ce qu'il appelle le devoir de déplaire. Rien n'empêche un procureur de la République d'être indépendant. Faut-il encore qu'il soit indépendant de ses appétits de carrière, ce qui est beaucoup plus dur. Mais une fois que vous avez décidé que ce n'était pas le plus important, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est sans doute pour cette raison que, malgré le titre d'avocat général à la Cour de cassation, il termine sa longue carrière exilé à la Cour d'appel de Bourges. Le verrou de Bercy, il a eu maintes fois l'occasion d'en vérifier l'efficacité. Bon, je vois le peu de cas dans lesquels nous sommes informés d'une infraction qui s'est commise ou qui est sur le point de se commettre. Et très peu de choses redescendent. Parce qu'il y a toujours des paramètres politiques ou autres qui interviennent. En 2009, Éric de Montgolfier, alors procureur à Nice, met la main au cours d'une perquisition sur une liste de Français détenteurs de comptes non déclarés, domiciliés à la banque HSBC en Suisse. Une liste qu'Hervé Falciani, responsable de la sécurité informatique chez HSBC, avait volée au sein de sa banque. Je me fais tirer une liste au moins des personnes physiques françaises. Hein. Pas de société, juste des personnes physiques. Et il y avait plus de 8000 noms. À la télévision, Éric Woerth, ministre du Budget à l'époque, n'en déclare que 3000. Ce qui fait que sur 3 établissements bancaires, il y a à peu près 3000 noms. Alors des noms, des adresses, des numéros de compte, les montants aussi qui sont transférés à l'étranger. Le verrou a fonctionné. Monsieur Woerth et moi n'avons pas le même sens de la comptabilité. Je crois qu'il a dit l'autre jour que je m'étais trompé, mais moi je veux bien me tromper, mais c'est des noms dont je dispose. C'est pas 100 fois le même nom, c'est 8000 noms, plus de 8000 noms différents, donc comment puis-je faire? Sur ces 3000 comptes, combien étaient non déclarés et combien ont été redressés? On n'en sait rien. Secret fiscal. Quant aux 5000 noms retirés de la liste initiale, ils font sans doute partie des secrets enfouis dans la citadelle de Bercy.
Au ministère du Budget, on justifie le monopole de Bercy par un souci d'efficacité. Aujourd'hui encore, les services fiscaux expliquent que c'est trop compliqué pour que les magistrats comprennent, donc il vaut mieux que ce soit eux qui gardent la main. Et les arguments qui sont développés pour justifier le maintien du verrou de Bercy sont des arguments purement techniques, qui sont de dire ça nous permet de mieux négocier, en fait. C'est parce qu'ils sont simplement dans une logique de rentabilité économique. C'est-à-dire, le verrou de Bercy, ça nous permet de faire du chantage auprès des fraudeurs en disant « Attention, hein, soit vous remboursez l'argent que vous avez planqué rapidement, soit on vous poursuit devant la justice. Mais les deux, vous remboursez et puis en plus on vous poursuit. » Ce n'est pas l'avis du nouveau ministre du Budget, Bernard Cazeneuve. Ce serait quand même absurde d'être dans une approche exclusivement pénale, alors que le durcissement peut conduire d'ores et déjà des contribuables à régulariser leur situation. Et ce qui compte pour nous, c'est qu'ils paient leurs impôts et que ce qu'ils doivent au pays puisse être acquitté dans un contexte de redressement des comptes. Il y a quelque chose d'extrêmement malsain dans cette volonté, dans cette persistance à nous dire l'essentiel, c'est de faire rentrer de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'on amnistierait fiscalement des gens qui ont choisi de porter leurs capitaux à l'étranger en violation de l'intérêt général? C'est révélateur en réalité de quelque chose de très profond culturellement. C'est qu'on est dans un pays où on ne considère pas que la fraude fiscale est un délit. On ne considère pas qu'il y a un traumatisme pour la société quand on fraude le fisc. Et c'est que finalement, c'est pas si grave. Donc ça participe d'une banalisation de la fraude fiscale et d'une délégitimisation de la lutte contre la fraude fiscale. Ce verrou cristallise désormais tous les antagonismes. Le débat va durer des mois. Pourquoi la fraude fiscale serait-elle le seul délit à ne pouvoir être poursuivi d'office, Madame la garde des Sceaux, par le procureur de la République? Il n'y a pas de verrou à Bercy. Non, non, à Bercy, il n'y a que des portes ouvertes et des fenêtres ouvertes qui garantissent la plus grande transparence. Députés, magistrats, journalistes, représentants d'ONG se mobilisent, tiennent colloques, travaillent avec les rédacteurs des amendements. Il faut que ce système tombe. Parce que s'il ne tombe pas, quel que soit le bord politique du ministre du Budget, il sera évidemment accusé soit de favoriser ses copains, de protéger quelqu'un, soit au contraire de déclencher les foudres sur l'adversaire. Il faut faire sauter le verrou de Bercy. C'est un scandale inouï. Le verrou de Bercy qui actuellement n'est pas parti pour être arrêté, pour être réglé par le projet de loi. Si ça n'est pas réglé dans le bon sens, ça sera un scandale inouï. Ça sera la preuve qu'il n'y a aucune véritable volonté politique de poursuivre et de faire laisser poursuivre pénalement les cas de fraude fiscale les plus graves. Je suis prêt à vous faire le pari que cet amendement n'aboutira pas et qu'il n'y a pas de volonté politique qu'il aboutisse, au contraire. Il n'y a aucune chance que ça arrive, aucune. L'État n'est pas prêt de se démunir de ce levier de pouvoir. Pari gagné. Avant même que la loi ne passe définitivement devant les parlementaires, l'amendement a été supprimé. Moi, j'étais favorable et je reste favorable à une évolution de ce qu'on a appelé le monopole de Bercy, le verrou de Bercy. Cela n'a pas été la position du gouvernement et cela n'a pas été la position majoritaire du groupe socialiste. Mais pourquoi y a-t-il tant de frilosité à porter atteinte à ce pouvoir du ministre du Budget? Pourquoi n'arrive-t-on pas à supprimer cette exception française? Pour comprendre, il faut revenir au tout début de l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac pour Mediapart naît avec l'affaire Bettencourt. Voilà. C'est-à-dire que quand on révèle à Mediapart l'affaire Bettencourt, qui pose de très lourdes questions fiscales, puisqu'on découvre une héritière de L'Oréal, qui est la femme la plus riche d'Europe et qui est une fraudeuse fiscale en centaines de millions d'euros, qui finançait des partis politiques, qui finançait la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy quand son trésorier était Éric Woerth. Éric Woerth. Qui est Éric Woerth?
Comme Jérôme Cahuzac, il fut ministre du Budget dans le premier gouvernement de Nicolas Sarkozy et en même temps trésorier de l'UMP. Avant la victoire de son mentor, il fut responsable du financement de sa campagne présidentielle et de la collecte de fonds auprès des plus grandes fortunes. Éric Woerth est un homme honnête. C'est un homme compétent. C'est un homme qui a toute ma confiance et toute celle du Premier ministre. Sur le financement de cette campagne, Claire Thibout, l'ancienne comptable de Liliane Bettencourt, raconta que Patrick Demestre, le gestionnaire de la fortune des Bettencourt, avait remis 150 000 € en liquide à Éric Woerth. Éric Woerth et Nicolas Sarkozy avaient été mis en examen en mars dernier pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Le 7 octobre 2013, Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un non-lieu. Éric Woerth, lui, est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Quant à Liliane Bettencourt, bien qu'ayant reconnu elle-même détenir 2 comptes en Suisse non déclarés, pour une valeur de 80 millions d'euros, elle n'a, selon sa comptable Claire Thibout, subi pendant 15 ans aucun contrôle fiscal. 15 années qui ont vu passer, entre autres, au ministère du Budget, Nicolas Sarkozy et Éric Woerth. Dans son enquête sur le rôle d'Éric Woerth dans l'affaire Bettencourt, Fabrice Arfi avait décidé, au tout début, d'interviewer Jérôme Cahuzac. À l'époque, celui-ci était député, socialiste et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et là, surprise. Jérôme Cahuzac s'est avéré très prudent, allant jusqu'à dire il n'y a pas d'affaire Woerth, il n'y a pas d'affaire Bettencourt, Woerth est un honnête homme. Donc c'est cela le déclic. Pourquoi réagit-il ainsi? 2 ans plus tard, Jérôme Cahuzac devient ministre du Budget. Depuis quelques mois, Éric Woerth est mis en cause dans l'affaire de l'hippodrome de Compiègne. Un morceau de forêt appartenant à l'État dont il a autorisé la vente à une société privée. En janvier 2011, la Cour de justice de la République ouvre une enquête pour prise illégale d'intérêt. Cette enquête judiciaire en cours n'empêche pas le ministre, Jérôme Cahuzac, à peine arrivé au ministère, de commander un nouveau rapport sur l'affaire de l'hippodrome, en faisant appel à un ami juriste. Un rapport qui ne fait que 15 pages et qui a pour conséquence de blanchir totalement Éric Woerth, là où la justice l'accablait, les experts judiciaires l'accablaient dans le même dossier. Et donc là, ça a été la deuxième alerte, en quelque sorte, pour Mediapart, qui s'est dit, mais pourquoi le ministre du Budget agit-il ainsi vis-à-vis de son prédécesseur? Donc on se demande s'il y a un secret qui lie les 2 hommes. Pour répondre à cette question, Mediapart se lance dans une longue enquête sur le passé de Jérôme Cahuzac et découvre d'abord qu'en juin 2008, un inspecteur des impôts, parmi les mieux notés de son administration, avait révélé des inexactitudes dans les déclarations fiscales de l'ancien ministre du Budget. Il y avait d'autres anomalies au niveau des charges déduites sur ces déclarations fiscales, au niveau des revenus déclarés. Bon, d'autres anomalies qui, à elles seules, auraient pu motiver un examen approfondi de sa situation fiscale, voire un simple contrôle sur pièce avec une simple demande de renseignement. Tous les clignotants étaient au rouge et habituellement, pour beaucoup moins que ça, l'administration prend une décision, donne une suite à l'affaire. Rémi Garnier fait un rapport à Bercy. À l'époque, le ministre du Budget est un certain Éric Woerth. Le dossier fiscal de Jérôme Cahuzac a été enterré et moi j'ai été sanctionné. Donc, pour résumer, le ministre du Budget Éric Woerth aurait enterré un dossier fiscal concernant Jérôme Cahuzac. Et son successeur à ce poste ministériel, Jérôme Cahuzac, a tenté de mettre hors de cause Éric Woerth dans l'affaire Bettencourt et dans celle de l'hippodrome de Compiègne. On appelle ça un renvoi d'ascenseur. Mais il y a plus troublant encore sur ces liens ambigus entre la droite et la gauche.
En 2012, Nicolas Sarkozy est au pouvoir. Jérôme Cahuzac est nommé président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, un poste des plus puissants, qui donne accès à tous les dossiers fiscaux des Français. Pourtant, Jérôme Cahuzac est socialiste. Mais le président Sarkozy a décidé que, désormais, ce poste très sensible serait donné à l'opposition. Ce geste-là, de nommer un homme de l'opposition, donc un homme socialiste, un élu socialiste, sous un pouvoir de droite à la tête de ses présidences, a très habilement été fait passer sous Sarkozy comme un geste démocratique absolu. Nous nommons un adversaire, entre guillemets, à ce poste clé. Ah oui, mais sauf que cet adversaire, c'est un adversaire qui a des casseroles. C'est un adversaire qui a de l'argent planqué illégalement à l'étranger. Alors, la question doit être posée. Est-ce que Jérôme Cahuzac a été nommé à ce poste en connaissance de cause? Et un adversaire dont on connaît les secrets n'est plus un adversaire. Et puis, il y a autre chose qu'aujourd'hui nous savons. C'est que quand il était à la présidence de la Commission des finances, Jérôme Cahuzac était très curieux sur les affaires qui embêtaient la droite. Sur l'affaire Takedine, sur l'affaire Karachi, sur l'affaire Wildenstein, sur l'affaire HSBC. Il s'est renseigné beaucoup grâce au pouvoir parlementaire qui était les siens, Jérôme Cahuzac. Donc, il avait des dossiers. J'avais une part d'ombre, et cette part d'ombre est aujourd'hui en pleine lumière. Qui n'a pas une part d'ombre? Dans cette part d'ombre, que Jérôme Cahuzac décrit si complaisamment depuis qu'il a décidé d'avouer, il n'y a donc pas que les états d'âme d'un menteur, mais aussi beaucoup de secrets. Des secrets qui expliquent peut-être la longue indulgence dont a bénéficié l'ancien ministre du Budget, aussi bien à droite qu'à gauche. Vous disiez aussi dans une interview, depuis 35 ans, je n'ai pas vu de différence dans ce domaine entre la droite et la gauche. Non, je trouve le même. Je peux vous citer des malfaçons à gauche et à droite. Dans ce domaine, oui, il y a des gens qui plastronnent sur le devant de la scène aujourd'hui et qui ne devraient pas. Ils ne devraient pas parce que finalement, il y a des dossiers qui ne sont pas sortis. Ils auraient dû être poursuivis, condamnés. Oui, que ce soit par copinage, ils ne l'ont pas été, ou pour des raisons de conjoncture politique, parce qu'une élection arrivait, qu'on avait besoin d'eux, donc les services fiscaux ont retiré leur plainte. Je connais suffisamment de dossiers, parce que j'étais au cœur du sujet quand j'étais au ministère de la Justice. Je doute que c'est beaucoup évolué. Il y a une volonté qui est une volonté politique, quels que soient les régimes, de conserver la maîtrise de l'initiative de la poursuite. Ça évite peut-être de faire trop de peine aux amis. L'hypothèse selon laquelle il y a un mélange entre le financement occulte politique et le ministère du Budget est une hypothèse, aujourd'hui, qu'on doit se poser. Il y a trop d'affaires qui nous enseignent les liens incestueux entre le financement politique et le ministère du Budget. Pourquoi voulez-vous que l'exécutif lâche si volontiers un levier de pouvoir aussi évident? Et puis si l'exécutif lâche ce levier-là, il y aura des cadeaux qu'on ne pourra plus faire. Mais ces cadeaux sont dangereux. La société française est en train de se démoraliser, au sens premier du terme. Elle perd tout repère moral fort. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une partie de la classe politique qui accepte la corruption, c'est la nation dans son entier qui progressivement glisse vers la facilité que l'on se croit pour se procurer de l'argent impur. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais ça me choque beaucoup. La lutte contre l'évasion fiscale
n'est pas seulement un problème budgétaire. Elle pose une question fondamentale, celle de la justice fiscale. Consentir à payer l'impôt demande à chacun un effort. Mais si l'égalité de tous n'est pas respectée, si quelques privilégiés, en trichant, échappent à cette contrainte, c'est la cohésion de la société qui est en danger. Et voilà pour ce film de Patrick Banquet, La grande évasion fiscale des politiques au-dessus de tout soupçon. Un très beau travail où se croisent les démarcheurs clandestins de l'UBS en France et aux États-Unis, les listes d'évadés fiscaux de HSBC et bien sûr cette fameuse affaire Cahuzac et la violence incroyable du mensonge qu'elle a entraîné avec elle. Pour parler de tout cela, de ces fraudes, autour de cette table, Éric Bocquet, sénateur, PC. Et vous avez fait partie de la commission d'enquête? Oui, j'étais rapporteur de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale en 2012 et la suivante en 2013 ici. Et en face de vous, Jean-Philippe Delsol, vous êtes un complice d'évadés fiscaux. Vous les aidez à partir. Vous êtes avocat fiscaliste? Un complice, sûrement pas. Mais c'est vrai qu'ils viennent me demander conseil pour quitter la France, souvent, trop souvent. Antoine Peillon, vous avez été très investi dans ce magazine, enfin dans ce documentaire, puisque vous avez tenu là-bas, vous travaillez en tout cas avec Patrick Banquet, vous l'avez aidé et vous avez écrit ce livre. Alors vous, ça s'appelle « Ces 600 milliards qui manquent à la France ». Et vous, Jean-Philippe Delsol, ça s'appelle « Pourquoi je vais quitter la France ». Pourquoi, et vous nous direz pourquoi les gens parlent de plus en plus. C'était compliqué de faire ce film, de faire ces 3 volets? Oui, le travail de Patrick Banquet a été long et compliqué. D'abord parce que le phénomène est pléthorique, donc il fallait trouver les portes d'entrée. C'est vrai que le dossier UBS, de ce point de vue-là, présentait beaucoup d'avantages. C'est un dossier très massif, très symbolique. Ceci dit, c'est un sujet aussi tellement sensible que les témoins ne souhaitent en général pas témoigner à visage découvert. Donc il a eu beaucoup cette problématique qui est celle de la confidentialité. C'est beaucoup plus facile pour un journaliste de presse écrite et qui écrit des livres de recueillir ces témoignages. De recueillir ces témoignages parce que là, évidemment, les visages sont évidemment masqués par définition. C'est beaucoup plus difficile quand on tient une caméra. Et puis j'ai oublié de présenter Olivier Pastret, qui est économiste, qui vit du côté d'Arles. Donc très important de le préciser quand même, et qui est professeur. Le paradis fiscal, comme chacun sait. Oui, et professeur à Paris 8. Ces questions de paradis fiscaux, d'évasion, etc., ça fait partie de votre enseignement? Enfin, c'est vieux comme le monde. C'est vrai que ça fait disparaître de la manne fiscale pour un certain nombre de pays, donc c'est un vrai sujet. Le diagnostic, il est de mieux en mieux fait, on connaît de mieux en mieux les circuits. Donc les circuits se complexifient parce que c'est évidemment la course entre le gendarme et le voleur. Ce qu'il faut dire, je pense, c'est que beaucoup de progrès ont été faits depuis quelques années. Dans la lutte. Oui, et je prends Transparency International, qui est pas susceptible d'être critiqué, c'est vraiment son domaine de compétence, qui considère que on a fait un certain nombre de progrès depuis quelques années. En gros, depuis la crise. La crise, de ce point de vue-là, a permis de faire avancer le public. On est très loin du compte, malheureusement. Alors, on va revenir sur tout ça. Je vous propose de voir un premier extrait pour débuter cette émission. C'est la fameuse déclaration de François Hollande quand il apprend que les yeux dans les yeux, M. Cahuzac lui a menti. J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement, et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Détenir, sans le déclarer, un compte à l'étranger. Alors, réaction, commentaire sur ce mensonge, cette faute impardonnable de Jérôme Cahuzac. Vous pensez que on n'a pas fini d'en mesurer les conséquences? Moi, je pense que véritablement, ça a marqué un tournant dans l'opinion. Enfin, M. Pastret disait que certains progrès ont été réalisés. Je crois que le premier des progrès, c'est qu'il y a un début de prise de conscience dans l'opinion publique au sens large
J'en veux pour preuve le fait que maintenant même les G8 et les G20 inscrivent à l'ordre du jour des discussions des chefs d'État cette question qui est devenue effectivement centrale. Les États recherchent des recettes pour faire vivre les républiques, les États. Ça devient incontournable. Mais on n'est qu'au tout début du processus et c'est clair que l'événement Cahuzac, je pense qu'effectivement on n'a pas mesuré encore le mal qu'il a pu causer à la République dans son ensemble et au pays en particulier. Oui, non, je souscris. C'est évidemment un traumatisme, mais c'est un traumatisme qui est encore léger, peut-être, par rapport à celui que subirait la nation si elle connaissait toute la vérité sur l'ensemble des phénomènes de corruption, de fraude fiscale, tels que l'affaire Cahuzac l'a symbolisé. Ce mensonge-là. Il résonne parce qu'il met en cause la tête même de l'État. C'est un ministre d'importance qui est pris la main dans le sac. C'est un président de la République qui le couvre. C'est un président de la République qui le couvre. La fraude fiscale. Et qui fait une déclaration finale tonitruante, mais qui ne dupe personne sur ce qu'il savait auparavant. Une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Oui, il l'a couvert jusqu'au bout, jusqu'à l'aveu. En connaissance de cause? Non. Il y a des témoignages importants qui ont été donnés à l'Assemblée nationale, à la commission d'enquête dite Cahuzac, notamment celui de mon confrère Edoui Plenel. Edoui Plenel a donné tous les éléments au président de la République qui lui permettaient de connaître la vérité bien avant la Il lui a expliqué, il est allé le voir pour lui dire attention, attention. Il faut regarder les déclarations d'Edoui Plenel à la commission d'enquête. Il n'y a aucun doute que le président de la République a été complètement informé des tenants et des aboutissants de l'affaire Cahuzac, bien avant l'aveu de Jérôme Cahuzac lui-même. Ça veut dire que ni lui, ni Hérault, et donc ni c'est ça que le gouvernement, ni les politiques n'ont voulu. C'est ça que tout le monde sait. Et c'est ça qui crée le malaise. Parce qu'au-delà du cas de Jérôme Cahuzac, vous le savez bien, il y a une mise en cause aujourd'hui catastrophique de l'ensemble du personnel politique. Et parfois jusqu'au plus haut niveau. Pèse aujourd'hui, et on le voit presque quotidiennement dans certains événements, un soupçon généralisé de fraude et de corruption. Vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, bien sûr. Sur ce mensonge Cahuzac, sur la façon dont il est géré, etc. Sur cette complicité éventuelle des gouvernants. Ce mensonge est ignominieux. Et c'est vrai que le film laisse une impression extrêmement désagréable. Il est très bien fait. C'est une impression de connivence politique. Quand on voit au plus haut niveau ces ministres qui, alors qu'ils savaient, je suis d'accord avec ce que dit M. Payon, s'embrassent. Mais bien, ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Et ils s'embrassent à qui mieux mieux. Comme si de rien n'était. Ils disent... On ne succède pas à M. Cahuzac. Mais si, on y succède. Et pour faire le ménage. Et le problème, c'est que cette ignominie est aussi, il faut le dire, à la mesure de l'excès de la condamnation. Vous avez rappelé celle de M. Hollande, là, qui dit détenir des comptes à l'étranger, c'est quelque chose qui est insoutenable. Mais oui, c'est vrai en soi, on peut en discuter. C'est pas légal. Mais est-ce qu'on n'en fait pas non plus quelque chose de trop fort, de trop exceptionnel? Est-ce qu'on ne fait pas de ces éléments-là, détenir un compte non déclaré à l'étranger, quelque chose qui est plus grave que ça n'est en réalité? C'est un débat. C'est une grande banalité de détenir un compte à l'étranger. Enfin, de la part de ministre qui est effectivement chargé de lutter contre la fraude fiscale, c'est peut-être pas la meilleure des choses quand même. C'est évidemment scandaleux. Monsieur Bocquet, quand même, on nous dit Hollande savait. Il y a eu une enquête administrative qui a été déclenchée à un moment donné par M. Moscovici. On s'est beaucoup dit, tiens, pourquoi il le fait? En doublant un peu la justice et en publiant le plus vite possible, en le faisant publier par le JDD, je crois, à l'époque, les résultats de l'enquête disant, exonérant complètement Jérôme Cahuzac de toute responsabilité. C'était un calcul ou c'était la marche normale des institutions? Je crains qu'on n'ait pas posé la bonne question au moment donné. Il y a eu une espèce d'opération de réhabilitation express parce qu'il y avait urgence, il y avait un peu le feu dans la maison. Mais je pense que ce n'est pas la bonne question qui a été posée aux banques suisses, aux autorités suisses. Délibérément ou par incompétence? Point d'interrogation. Il y a encore des zones d'ombre sur le sujet, à mon avis. Oui, mais attendez, moi je voudrais relativiser. Le cas Cahuzac, c'est historique. Encore une fois, que le ministre chargé de lutter contre la fraude fiscale accepte ce poste en ayant fait lui-même la fraude fiscale, c'est inqualifiable. Après, est-ce que le président de la République savait, ne savait pas? Est-ce qu'il a voulu se laisser faire l'appareil judiciaire, ce qui s'appelle la séparation des pouvoirs? Ça peut aussi exister dans un pays démocratique. Le problème, il n'est pas Cahuzac. On a monté une enquête administrative pour doubler, si je puis dire, la justice. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Je réagis par rapport à deux remarques qu'elle fait tout à l'heure. Cahuzac, c'est une goutte d'eau
dans l'océan. Le vrai démarrage de la lutte assez complète contre la fraude fiscale, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est 2009, le G20 de Londres, où on a commencé à prendre des mesures. Et ça, poussé par les Américains. Si on regarde les progrès qui ont été faits à l'échelle mondiale, en arrêtant de se regarder uniquement le nombril français, les progrès qui ont été faits à partir de 2009, et c'est en gros les Américains qui ont mis en marche leur machine judiciaire pour permettre qu'on sache un peu plus de choses qu'on ne le savait avant. Donc voilà, c'est juste pour relativiser. Sur les progrès qui ont été faits. Pas d'accord du tout. Oui. Progrès de la communication depuis 2009. Sur les chiffres, et il y a à ma connaissance un seul économiste qui a travaillé scientifiquement sur le phénomène, c'est Gabriel Zucman qui a produit un livre récemment sur la richesse cachée des nations. Les montants en masse comme en proportion d'évasion fiscale n'ont cessé de croître jusqu'à aujourd'hui. Tous les spécialistes, économistes et criminologues, parce que ça intéresse l'économiste, disent qu'il n'y a aucun progrès. Au contraire, il y a un progrès de l'évasion fiscale à l'échelle mondiale, pas seulement pour ce qui concerne notre pays. Donc, aucun progrès. C'est pas contradictoire. Si. L'évasion fiscale augmente et la fraude et la corruption augmentent parce qu'il y aussi parce que la richesse, mais c'est des faits absolument incontournables, aussi parce que la richesse de l'économie mondiale augmente. Il y a augmente. une complicité des gouvernements. Les grands fraudeurs, qui sont d'abord les grandes entreprises et les grands groupes industriels, commerciaux, qui sont les plus grandes fortunes de ce monde, bénéficient d'une impunité quasi totale. Ils bénéficient, pire parfois, d'une protection. C'est exactement ce que j'ai vu en travaillant sur l'affaire UBS. Les grands fraudeurs qui étaient évadés fiscaux en Suisse par le travail d'UBS étaient protégés par l'État français. Ils étaient protégés par des organes administratifs les plus sensibles. Bercy, qui avait connaissance totale des dossiers, et la DCRI, un organe de renseignement intérieur de la police nationale. Alors, voilà, c'est ça qui fait que le phénomène est croissant. Sur tout ça, je voudrais qu'on en termine, si je puis dire, avec Cahuzac, parce que j'ai cru lire dans une interview il n'y a pas longtemps de ça, que Jérôme Cahuzac disait que son plus grand regret, en fait, c'était pas tellement d'avoir fraudé, mais surtout d'avoir accepté le boulot de ministre. On se dit, mais... Il le dit dans le film, d'ailleurs. Il a compris, il n'a pas compris. Mais il a très bien compris. Il a compris comment fonctionne le monde, comment tourne le monde. Ce message qu'il passe est celui de tous les puissants. C'est ce que j'entends en permanence. La fraude, à la limite, n'a pas d'importance, voire pire, parfois on s'en enorgueillit. Il ne faut pas être pris. Il ne faut pas être pris. Ça fait rigoler tous ceux qui le subissent. Les travaux de Pierre Lacoume, sociologue qui a travaillé sur la corruption, le racontent très bien. On devient une sorte de héros dans le monde qui est le nôtre, quand on est fraudeur à ce niveau-là. Et Jérôme Cahuzac bénéficie encore d'une très grande popularité. Et vous parliez du divorce entre l'opinion et ses politiques, vous en parliez fortement tout à l'heure. On se dit, il y a ça, il y a ces déclarations de Cahuzac qui peuvent paraître un peu quand même sidérantes. On se dit, il n'a pas tiré beaucoup d'enseignements de cette affaire-là. Il y a, on vient de le voir avec Achille Morel, une sorte de comportement au plus haut niveau du pouvoir, où on convoque des serreurs de chaussures à l'Élysée pour se faire les pompes, si je puis dire. On se dit, mais il y a deux mondes. Oui, il y a deux mondes. Je crois que les gens le ressentent de plus en plus. Les gens sont en colère. Les gens vomissent, entre guillemets, ce monde, ces pratiques, ce monde où tout est permis, où on fait les règles soi-même. Le verrou de Bercy, quand même. Vous connaissez le verrou de Bercy, le monopole des poursuites détenu par le ministre du Budget. C'est-à-dire que M. Cahuzac avait ce privilège-là. C'est quand même incroyable qu'on ne supprime pas cette disposition. Pourquoi on laisse ça en place? Alors, c'est une vraie question. Revenons, puisqu'on parle de ce divorce-là, du verrou de Bercy, de l'augmentation de la fraude, même si vous la légitimez par l'économie elle-même qui progresse et donc le volume de la fraude qui peut augmenter en conséquence. Revenons avec deux déclarations qu'on met bout à bout, celle de Hollande et celle de Sarkozy. Celle de Hollande qui est peut-être un petit peu va-t-en-guerre sur vous allez voir ce que vous allez voir, et on a vu, et celle de Sarkozy qui est peut-être un petit peu hâtive en disant que tout ça c'est fini. On écoute. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Si la finance est l'adversaire, alors il faut l'affronter avec nos moyens. Et d'abord chez nous, sans faiblesse. Dans le même registre, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, n'avait pas craint, lui, d'annoncer déjà des victoires. À Londres, la France s'est battue pour que les paradis fiscaux, le secret bancaire,
la fraude organisée, ça soit terminé. Qui peut contester qu'aujourd'hui, des progrès spectaculaires ont été faits en la matière? Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé. Et je me battrai à Pittsburgh demain pour qu'il y ait des sanctions. Bon, la fin des paradis fiscaux, on va en parler. Parlons de la fraude. La fraude fiscale, c'est quoi aujourd'hui? Ça représente quoi? C'est quel montant? Vous dites 600 milliards, ou ce que ça coûterait à la France? 600 milliards, c'est le capital. Les commissions d'enquête dont M. Bocquet était là. Le capital, c'est en gros ce qu'on estime être mis de côté à l'étranger. À l'étranger. 600 milliards. Après, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est le flux annuel d'évasion fiscale. Parce que la fuite, en quelque sorte, qu'on peut mesurer. On l'estime aujourd'hui à environ 80 milliards d'euros par an. Hein, c'est le chiffre sur lequel aujourd'hui il commence à y avoir unanimité. Ça veut dire quoi? C'est un capital supplémentaire qui fuit tous les ans vers l'étranger. Voilà. Sans imposition, sans rien. Chaque année, on fait notre déclaration fiscale et chaque année, il y a 80 milliards d'euros qui manquent aux déclarations fiscales de tous les revenus français, qu'ils soient les revenus industriels, commerciaux ou particuliers. Avec une différence, à mon avis, très fondamentale. Dans tout ce dont on parle, il y a 4 catégories. Il y a la corruption dans les pays. Ça fait partie de l'économie souterraine et de la perte de richesse fiscale. Il y a la criminalité au sens strict. Et puis il y a 2 catégories que vous évoquez, qui est la fraude des entreprises et celle des ménages. Je caricature, mais ça revient à ça. Les entreprises, elles ne font, grâce aux fiscalistes, que d'utiliser les trous fiscaux. Et c'est ça le sujet, c'est comment est-ce qu'on réduit les inégalités fiscales au sein de l'Europe, par exemple. Les entreprises, en toute légalité, ne paient très peu l'optimisation fiscale. Voilà, ne paient 10 fois moins d'impôts, pas 10 fois moins, mais 5 fois moins d'impôts. Vous faites une différence entre optimisation et fraude. Quand vous utilisez la loi, il faut changer la loi. Il ne faut pas changer le comportement. Et la fraude fiscale, c'est-à-dire la décision prise généralement individuellement par des personnes de se faire payer dans un endroit où la fiscalité est moindre. Et c'est le cas à Cahuzac. Et là, il y en a beaucoup. Et il y en a peut-être de plus en plus. Ça, c'est possible. Mais ce n'est qu'une partie du phénomène. Vous êtes fiscaliste. Alors, je pense vous pratiquez quoi? L'optimisation ou la fraude avec vos clients? La fraude, jamais. Bien sûr. L'optimisation, toujours. C'est notre métier. Il faut effectivement distinguer. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui des exilés fiscaux qui reviennent, les repentis. En réalité, ça concerne déjà 20 000 ménages, essentiellement, qui se sont déclarés à Bercy comme voulant régulariser leur situation. Mais ces gens-là, dans 85-90% des cas, ce sont des gens qui n'ont jamais fraudé eux-mêmes, qui ont reçu de l'argent de leurs parents, qui eux-mêmes l'avaient souvent reçu des parents de leurs parents, etc. On refait toute l'histoire de France depuis un siècle. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un compte en Suisse, familial, on va dire, et qu'ils l'ont gardé. Bon. Ces gens-là, c'est peut-être pas bien, ils ont pas respecté la loi, ils n'ont pas non plus de démarche active. D'ailleurs, l'administration en tient compte pour réduire les pénalités. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils ont une grave question morale. Vous parliez de morale tout à l'heure. Et ils se disent, mais pourquoi moi, qui ai gardé le petit trésor que j'ai reçu de mon père sur un compte en Suisse, sous une forme ou sous une autre, je suis aujourd'hui considéré comme un grand criminel, car la loi nouvelle, celle qui a été publiée le 6 décembre 2013, dit que ces gens-là sont passibles de pénalités qu'on applique aux grands criminels, alors que, par exemple, 7 ans de prison, 2 millions d'euros d'amende, etc., avec des moyens d'investigation qui relèvent de la grande criminalité. Alors que ces gens-là, ils se disent, mais j'ai des gens là qu'on voit vivre à Paris dans des très beaux appartements avec des tableaux qui valent des millions et des millions. Ces gens-là ont des fonctions officielles parfois très des tableaux très qui ne sont pas fiscalisés. Et ces tableaux-là, c'est leur trésor à eux et ils ne le déclarent pas. Ils en jouissent tous les jours dans leur salon et eux, ils ont le droit. Et pourquoi moi, mon petit trésor à moi, mon tableau à moi, que je mets dans un coffre en Suisse, je suis grand Vous dites qu'il criminel. y a 2 exilés fiscaux, il y a les petits familiaux et ces gens-là, il y a les grands méchants. Mais il n'y a ni les grands ni les petits. Il y a simplement un traitement différencié qui n'est d'aucune manière justifié. Et ça, en soi, c'est pas normal. Et ces gens-là ont un vrai problème dans leur rapport à l'État, qui est déjà ce problème moral. Ça, c'est beaucoup de ceux qui rentrent, qui légalisent. Non, c'est très peu. Régularisent leur situation, vous dites. Mais parce que ce sont des personnes qui ne sont bien sûr pas des personnes modestes, mais ce sont des gens il y a 150 000 personnes en France qui ont fait ça et qui sont des épargnants.
Les montants se chiffrent en centaines de milliers d'euros au maximum. Ce sont souvent quelques dizaines de milliers d'euros. Il s'agit d'un leurre. L'attaque et la communication qui est faite par le gouvernement régulièrement sur le fait qu'on fait rentrer 1 milliard, 2 milliards de plus que précédemment est un leurre en s'attaquant à ces citoyens-là. En quoi? Parce que les vrais grands... En quoi 1 milliard ou 2 milliards représentent 1/40e de ce qu'il y a à faire entrer. Où sont les 39 autres 40e? Ce sont ceux qui sont tranquilles. Ce sont ceux qui ne sont pas visés par la loi dont on parle. Ceux qui rentrent là, par ce biais-là, qui régularisent, ce sont ces les petits épargnants-là, fraudeurs qui ne bénéficient d'aucune complicité. Et vous dites on fait beaucoup de com sur ces gens-là, alors que le vrai problème est ailleurs. On fait ce que faisait Nicolas Sarkozy quand il annonçait que c'était terminé avec les paradis fiscaux. Aujourd'hui, on annonce que c'est terminé avec les fraudeurs fiscaux. Bon, alors les vrais fraudeurs, ils sont où? C'est qui? Juste une petite rectification. Il y a des entreprises qui font de l'évasion fiscale, pas seulement de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire, et ce sont parfois des groupes importants. Donc il y a bien sûr l'optimisation fiscale. Il y a des choses qui sont pratiquées qui sont délictuelles. Et il y a aussi malheureusement de plus en plus des pratiques de véritable évasion fiscale illégale de la part de certains groupes, notamment en utilisant la place de Luxembourg, qui est une spécialiste de la question. Mais peut-être qu'on y viendra tout à l'heure. Qui sont les fraudeurs d'aujourd'hui? Alors ceux qui viennent vous voir pour partir, par exemple, ou qui viennent vous voir pour aller mettre leur argent ça, c'est ailleurs. une autre catégorie, car il y a effectivement une population très différente de celle qui faisait la même chose il y a seulement 5 ou 6 ans, qui veut partir de France. Je ne parle pas des étudiants, heureusement qu'il y a des étudiants qui vont de plus en plus nombreux à l'étranger, comme on en accueille. Je parle d'une génération entre deux, de jeunes entrepreneurs, qui disent « moi je veux entreprendre, je sais que maintenant je vais réussir, mais pas ici ». Pourquoi pas ici? Parce qu'on va tout me prendre. Donc il y a cet aspect fiscal, social, qui est très lourd. C'est pas seulement ça, c'est la faute à l'impôt, c'est la faute à l'état d'esprit qui règne. Ah, vous êtes un entrepreneur, donc vous fraudez. Mais non, non. Et il y a un peu ça qui s'installe en France. Et en réalité, quand on entend le futur président de la République dire « moi, mon ennemi, c'est la finance », effectivement, ça crée un état d'esprit un peu désagréable. Parce que la finance, figurez-vous, on en a besoin pour avoir des entreprises, c'est-à-dire qu'on en a besoin pour avoir de l'emploi. Eric Bocquet. Oui, la finance, on en a besoin, je suis tout à fait d'accord, mais la finance qui sert à financer l'économie réelle, à satisfaire les besoins humains. On a tous des besoins, en logement, en équipement, en vêtements, tout ce qu'on consomme doit être produit par des gens. Mais la finance qui était pointée, je pense, dans le discours et qui n'aurait pas dû changer depuis, c'est bien la finance qui tourne sur elle-même, la finance auto-centrée, le trading haute fréquence par exemple. Ces milliards qui échappent à tout contrôle, à toute transparence. Comment expliquer que la première banque française dispose de 24 filiales aux îles Caïmans? Est-ce que ça a une justification économique sur le territoire concerné? J'en doute, très sincèrement j'en doute. Donc les grands fraudeurs, on parle des particuliers, mais il y a les grands groupes multinationaux. Vu leur dimension, ils sont implantés dans tous les paradis fiscaux dans le monde, une 50aine de territoires environ, et ils jouent des différences fiscales, de la concurrence, effectivement, pour transférer les profits dans des territoires où la fiscalité est plus clémente et pour faire apparaître les pertes éventuelles dans des territoires comme les nôtres où on a une fiscalité plus normale. Et le trop d'impôt tue l'impôt, là, on l'entend beaucoup, on l'a beaucoup entendu. La vraie question, c'est la question de la justice fiscale. Il se trouve que les grands groupes du CAC 40, dixit le CPO, Bercy, c'est pas moi qui le dis, paye moins d'impôts sociétés que l'artisan du coin et le boulanger dans ma rue qui a dû fermer ses portes il y a 3 mois. Oui, parce qu'ils savent mieux optimiser que parce qu'ils ont tous les moyens à leur disposition. Les cabinets, les experts juridiques, les avocats, les avocats fiscalistes, etc. Il y a une injustice là, il y a une vraie injustice. Bien sûr, attendez, on n'est pas, c'est pas le paradis, mais ne dites pas non plus que c'est l'enfer. Je veux dire, on mélange des sujets qui sont différents, même si c'est la globalité du sujet qui est important. Les fraudeurs fiscaux, bon. Ceux qui savaient pas qu'ils avaient de l'argent parce que leurs parents en ont mis, on va pas y passer la nuit. C'est aussi bien qu'ils reviennent dans le droit en payant leurs impôts, parce qu'il y en a qui ont. Il y a une autre catégorie de personnes qui n'ont pas de compte en Suisse. C'est pour ça qu'ils reviennent. Il faut aussi ne pas créer d'inégalité avec ceux qui n'ont pas de compte en Suisse. Il y en a quand même autour de cette table, disons qu'il y en a 5 qui n'ont pas de compte en Suisse. Bon. Donc ceux qui en ont, ils régularisent, c'est très bien. Deuxièmement, l'optimisation fiscale des entreprises. Bien sûr que ça crée des inégalités qui sont très graves entre les grandes entreprises qui peuvent se payer des fiscalistes et les PME. Ça, c'est choquant, mais ça, c'est le problème de l'Europe. C'est le Luxembourg au cœur du dispositif et les paradis fiscaux dans d'autres zones de la planète. Là, il faut essayer de faire en sorte que les fiscalités
s'harmonise au niveau mondial, ce qui est horriblement compliqué, mais je trouve qu'on a fait des progrès dans ce domaine-là. Il y a une troisième catégorie que vous évoquez, c'est les entreprises qui fraudent. Alors là, si elles se font choper, c'est bien fait pour leur gueule. Mais c'est une partie des entreprises. Et les services fiscaux se modernisent eux aussi. Donc c'est de plus en plus difficile pour faire de l'évasion fiscale quand on est une entreprise de taille significative. C'est tout ce que je voulais dire. Une entreprise n'a pas besoin de conseil fiscal pour comprendre qu'un impôt sur les sociétés en Irlande à 12,5%, c'est mieux qu'un impôt sur les sociétés en France à 38%. Et la conclusion, c'est que l'Irlande a un produit de l'impôt sur les sociétés qui est de 2,6% son PIB, alors que la France, c'est 2,5%. Donc il vaut mieux avoir un impôt bas et attirer les entreprises et faire en sorte qu'elles se développent, plutôt qu'un impôt élevé qui frappe les entreprises et les réduit à se vendre à l'étranger ou à aller en faillite. Aller jusqu'au bout du raisonnement, plus personne ne paiera d'impôt de part. Puisqu'il faudra une telle concurrence que le meilleur taux sera le taux zéro pour attirer les entreprises. En tout, il faut raison garder, in medio stat virtus. Bon, et justement sur ces paradis fiscaux, vous disiez Jersey, c'est 0% pour les entreprises. On parle de la Suisse, le Luxembourg, les îles Caïmans, enfin ça. Tout ça, bon, on en parle toujours. Sarkozy dit c'est fini, c'est pas fini. Là, on nous annonce que c'est bientôt la fin, mais c'est pas la fin. On le tolère, on le laisse faire. Ça arrange tout le monde. Je comprends pas, moi, cette histoire des paradis fiscaux. Moi, je crois qu'il y a un grand décalage entre les discours affichés très volontaristes et la réalité du système. Je veux dire, le poids de la finance, y compris dans nos institutions, il est patent. Il apparaît au grand jour régulièrement. Comment peut-on imaginer? La patronne, c'est la finance, c'est pas les politiques. Voilà. Mais écoutez, on l'a vu au moment de la loi, enfin du projet de loi et finalement de la loi de réforme des banques, du système bancaire, où on devait procéder à la séparation des activités les plus dangereuses, les plus spéculatives, des activités de dépôt. Pour éviter Lehman Brothers, ce genre de désastre-là. C'était une des grandes promesses, faites d'ailleurs lors du discours du candidat François Hollande que vous avez passé tout à l'heure. C'est dans ce discours qu'il a fait la promesse de la séparation de ces activités. Il y a eu plusieurs mois de discussion. Et finalement, un livre a été produit sur le sujet par nos confrères du Monde et de la Tribune. Finalement, c'est BNP Paribas qui a écrit la loi. Tout le monde le sait. Ce sont les grands groupes financiers qui ont fait en sorte qu'aucune séparation de ces activités réelles n'a été formatée. Il se trouve que c'est mon domaine de compétence, la banque. La plupart des banques qui ont été en faillite étaient justement le produit de la séparation des activités. Ce qu'ont défendu les banques françaises, c'est de dire on peut essayer d'isoler la partie la plus spéculative, et là, Bruxelles a été un peu plus courageux, entre guillemets, que l'a été la France, mais là, on a fait des progrès. Et simplement, le modèle de banque qui fait tous les métiers, c'est un modèle c'est un fait depuis le début de la crise, qui est plutôt plus protecteur, parce que quand une activité va bien, l'autre va mal, et inversement. Donc là-dessus, ne mélangeons pas tout. Je veux dire, la séparation des banques... La spéculation qui est assurée comme ça, elle se fait sur le dos des dépôts. Avec une prise de risque, parce que je fréquente beaucoup de financiers qui sont opératifs, qui sont dans les banques, c'est que chaque matin, ils se lèvent avec des sueurs froides. Chaque matin, ils se disent, c'est le crash. Chaque matin, ils se disent, le système va s'effondrer. Et aujourd'hui, plus aucune garantie d'État, ni les dépôts, bien sûr, des déposants, ne pourra soutenir l'explosion de la bulle qui est celle de la spéculation. Donc c'est ça que les États sont exsangues, ils n'ont plus de monnaie, ils n'ont plus de réserve. C'est ça que vous dites. Absolument. On ne pourra pas sauver une deuxième fois le système bancaire comme on l'a fait en 2008. L'enjeu est celui-là. Et aujourd'hui, comme il n'y a aucune séparation réelle, eh bien, on essaiera de combler le trou abyssal avec les dépôts des déposants, des épargnants. Troisième extrait, puisqu'on parle du pouvoir politique face au pouvoir financier, et vous dites sans embâche que les politiques font ce que leur disent de faire la finance, pour faire simple. Eh bien, troisième extrait, là, c'est un échange Cazeneuve-Montgolfier. On va parler du verrou de Bercy et de cette volonté, est-elle réelle, de s'en prendre à la fraude fiscale. Ce serait quand même absurde d'être dans une approche exclusivement pénale, alors que le durcissement peut conduire d'ores et déjà des contribuables à régulariser leur situation. Et ce qui compte pour nous, c'est qu'ils paient leurs impôts et que ce qu'ils doivent au pays puisse être acquitté dans un contexte de redressement des comptes. Il y a quelque chose d'extrêmement malsain dans cette volonté, dans cette persistance à nous dire l'essentiel, c'est de faire rentrer l'argent. Et pourquoi est-ce qu'on amnistierait fiscalement des gens qui ont choisi de porter leurs capitaux à l'étranger en violation de l'intérêt général?
Jean-Philippe Delsol, c'est vrai que on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'effectivement des gens qui ont fait un délit, on va leur dire, si vous remboursez, on va effacer le délit? D'abord parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, beaucoup de ces gens-là, plutôt que de commettre un délit, ont en réalité hérité d'un délit passé. On les a vus, cela, mais il y en a d'autres. Mais je vais au-delà. Il n'y a pas que cela. Car je pense que lorsque des personnes sont aujourd'hui en France imposées à des taux qui dépassent, et parfois de loin, les 50% des revenus qu'ils gagnent, parfois le rendement du capital qu'ils ont, ils se disent « je ne peux plus rester ici ». Ce sont des exemples qu'on a vécus, que moi j'ai vécu dans mon cabinet, de gens qui viennent me dire « mais si je reste, tous les ans, je paye plus en impôts que je n'ai de revenus. Il faut que je trouve une solution. » Parce qu'on taxe les revenus et le capital. C'est vrai que moi, je ne peux que leur conseiller de partir légalement. Mais il y en a qui n'ont pas envie de partir et qui mettent leur argent à l'étranger. C'est pas bien en soi. Ceci dit, si la France pratiquait des impôts plus raisonnables, eh bien, il y a beaucoup moins de gens qui partiraient. Et je vais simplement donner un chiffre. Au sein de l'institut que je préside, l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, nous avons fait un calcul très simple. Avec un impôt unique et proportionnel, avec simplement deux taux, 2% jusqu'à 8 000 € par an et 15% au-delà. 2% simplement pour que tout le monde le paye. L'impôt sur le revenu rapporterait plus qu'il ne rapporte aujourd'hui. Et à 15%, je vais vous dire, tous les clients que j'ai, ils me disent « mais si je ne payais que ça, même s'il n'y avait plus aucun trou dans la réglementation, je paierais sans problème et je n'aurais pas envie de partir et je ne mettrais pas d'argent ou je n'en aurais pas mis ailleurs. » Toujours ce thème sur le trop d'impôt. Mais bien sûr, sur ce verrou fiscal, sur ce verrou de Bercy dont vous parliez tout à l'heure, moi je ne savais pas que ça existait, j'étais étonné en découvrant dans le film que effectivement Bercy s'arrogeait le droit de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Ça permet quoi? C'est une marge de négociation qu'on se garde, ce sont des arbitrages, on peut avantager des amis, obtenir des avantages, c'est quoi? Écoutez, il est légitime que les élus que nous sommes, qui votons le budget chaque année, qui débattons du budget au Parlement, il est légitime que la question se pose quand même de ce monopole, de ce privilège, entre guillemets, du ministère sur les poursuites engagées ou pas. C'est quand même un manque de transparence flagrant. L'une des grandes armes pour combattre l'évasion fiscale et tenter de la juguler, c'est d'abord et avant tout la transparence. Si la République elle-même ne la pratique pas absolument jusqu'au bout, il y a des questions qui se posent. Alors pourquoi on ne la pratique pas? Pourquoi il y a ce fameux verrou de Bercy? Moi, j'ai été témoin du fait que des signalements, ça s'appelle comme ça, ont été faits à l'administration fiscale, et pas des moindres, pas les petits fraudeurs ou exilés fiscaux dont vous parliez tout à l'heure. Wildenstein, la famille Wildenstein, Bettencourt, HSBC, la liste, tout ça a été confisqué par l'administration fiscale, par Bercy, n'a pas été versé de pleine volonté à la justice. La liste, Montebourg, dans le même extrait, dit que la fameuse liste HSBC qui a été fournie par Falciani, par Hervé Falciani, à Bercy, comportait non pas 3 000 noms, mais 5 ou 6 000. Il y en a la moitié qui se serait évaporée. Le procureur Montgolfier a été le premier témoin de ça. Il est celui qui, judiciairement, a reçu cette liste et se l'est vu confisquée. Et ensuite, elle a été très certainement trafiquée. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités suisses. La question que vous posez, les magistrats ont une réponse simple. Ils disent que tout ce qui est question de fraude fiscale est hors de la justice française. On essaie de faire échapper, et on s'obstine à le faire, des délits qui coûtent, on a dit les chiffres tout à l'heure, jusqu'à 80 milliards d'euros par an à notre pays, de toute procédure judiciaire. Les premières, et qui sont exceptionnelles, c'est parce qu'il y a eu divulgation publique. C'est le cas, par exemple, de l'affaire UBS. Il a fallu qu'il y ait eu divulgation publique pour que le procureur de Paris, qui avait connaissance des faits depuis plusieurs années, transmette à des juges d'instruction. Mais on voit que les Américains, dans un autre volet du film, sur l'affaire UBS, sont beaucoup plus durs qu'on ne l'est nous. Ils tordent le bras à la Suisse, aux banques suisses, etc., pour obtenir les listes, et ils font de cadeaux à personne. Oui, enfin, ils sont dans une guerre économique, fiscale et financière, pour récupérer les clients en question et les d'une sauvagerie totale, oui. Qui fait qu'ils font la peau à tout ce qui est de l'ordre du système du vieux continent européen, et la Suisse est centrale dans ce continent, pour favoriser leurs propres affaires, y compris leurs propres paradis fiscaux. Mais ils sont quand même intraitables. Ils sont intraitables avec les autres. On aimerait qu'ils agissent aussi, par exemple, sur l'État du Delaware. Bon, pourquoi on ne l'est pas nous? On parlait tout à l'heure de connivence. Écoutez, moi j'ai un exemple récent en tête qui continue de m'interpeller. Comment le ministre de l'économie et des finances de la République française a pu, fin décembre 2013,
proposer la nomination d'une représentante de la banque UBS au sein de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la finance. Comment la République peut-elle faire une telle proposition ? Parce que la République fait des bêtises et la personne s'est retirée. Et c'était évidemment une faute de goût majeure. Parce que la question a été posée au Parlement, au ministre concerné. Attendez, j'ai pas dit que le Parlement n'avait pas un rôle à jouer. Je dis simplement, je vais défendre ces criminels dans cette émission. L'État et Bercy. Il y a, à mon avis, deux sujets différents. Il y a un, est-ce que l'État se donne les moyens de lutter contre la fraude fiscale? Et il me semble que l'État français, dans ce domaine, évidemment que ce qu'a dit Sarkozy tout à l'heure était absolument ridicule. Je veux dire, il y a toujours la fraude fiscale. Non. Mais il y a des progrès qui ont été faits, incontestables. Et deuxièmement, donc je pense qu'il faut donner grâce au gouvernement de faire des efforts plus que d'autres pays. Malheureusement, il y a une concurrence fiscale. Et puis, par ailleurs, il faut gérer les cas existants. Vous citiez quelques cas légendaires. Je ne sais pas comment on fait avec les Wildenstein, les Bettencourt, pour arriver à récupérer le plus de fric sans les mettre en prison, ce qui ne semble pas être l'intention du gouvernement. Je pense que dans la gestion de ces dossiers, le fait qu'il y ait un ministère en charge responsable devant le Parlement n'est pas en soi critiquable. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre proposition. Pour récupérer de l'argent, il vaut mieux pouvoir, dans le secret des cabinets, j'en sais rien, j'ai jamais été... Je pense qu'il y a quand même deux points dans ce que vous dites, M. Payon. Vous parlez de HSBC et vous dites c'est dommage, on ne l'a pas utilisé. Moi, je suis, au risque de vous surprendre... La liste des 3000 d'HSBC. La liste des 3000, les soi-disant 3000, parce qu'on ne sait pas. Moi, au risque de vous surprendre, je suis très partisan, absolument, je suis très partisan du fait que là où il y a fraude, elle doit être poursuivie, et le privilège de Bercy n'a pas de vraie raison d'être. Mais par contre, attention, pas sur n'importe quelle base et avec n'importe quelle pièce. Car autoriser, comme la loi a voulu le faire, le Conseil constitutionnel est venu mettre un petit haut là d'ailleurs, mais vouloir utiliser les produits du vol, car HSBC était le produit d'un vol, pour faire quoi que ce soit, y compris pour traquer la fraude, en soi, c'est le début de toute dérive possible. Car la fin ne doit jamais justifier les moyens. Et pourtant, si j'ai bien compris, la loi qui a été votée dans la foulée de Cahuzac permet justement de retenir des preuves de fraude qui ne sont pas des preuves obtenues légalement. Le Conseil constitutionnel est venu dire dans des cas très particuliers, mais sinon non. Le Conseil constitutionnel est venu limiter cette option. Peut-être un peu dans le détail. La liste HSBC, elle a été saisie par la justice. Celui qui l'a volée, entre guillemets, elle a été volée. Et c'était donc un recel. Donc c'était du recel. Oui, c'était du recel. La justice faisait du recel. Non. Si. Celui qui faisait du recel, c'était celui qui avait Si elle l'utilisait, elle faisait du recel. Si elle l'utilisait. Qu'est-ce qu'on a fait dans la loi qui permet effectivement de lutter un peu mieux aujourd'hui contre la fraude fiscale? On dit accepter des preuves qui ne sont pas toutes des preuves tout à fait propres, si je puis dire. Quand la police et la justice saisissent des armes qui ont éventuellement été volées, elles ne vont pas tirer avec. Eh ouais. Elles empêchent que le délit ou le crime continue. Et c'est ce que permet l'exploitation de ces documents. La fameuse transparence des patrimoines, est-ce que ça, des politiques, etc., ça c'est bien? C'est suffisant? Pas suffisant. Je dis, encore une fois, c'est une réponse de communication à une situation de crise extrême à laquelle il fallait faire face dans l'urgence. Mais je ne pense pas, encore une fois. Et puis, vous voyez, on jette en pâture les élus, quelque part. Moi, je n'ai pas de gêne à exposer mon patrimoine qui est très, très limité. J'ai aucun souci avec ça. Mais franchement, est-ce que ça empêche que le système continue à prospérer? L'évasion fiscale continue comme jamais. Donc on n'a pas arrêté le mécanisme. Pourtant, il n'y a pas de transparence absolue de la part des parlementaires, parce qu'on ne peut pas avoir accès à leur patrimoine. C'est ça, hein, il est connu, mais entre élus. C'est de la fausse transparence. C'est de la fausse transparence. C'est de la démagogie. Mais attendez, alors on ne fait aucune réforme. Moi, je trouve que obliger les parlementaires à publier leur patrimoine, ça va dans le bon sens. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça empêchera la fraude? Bien sûr que non. Mais reconnaissons. Encore une fois, mais ils ne les publient pas. Qu'est-ce que c'est pas ouvert au public? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'affaire Cahuzac? En quoi la publication de biens que l'on possède légalement a quelque chose à voir avec des gens qui masquent leurs avoirs à l'étranger? Donc c'était une fausse réponse à un vrai problème. Il faut être simple. C'est une réponse à un problème alors qu'il y a un autre problème. Ça s'appelle un leurre. Ça s'appelle un leurre. Alors on ne fait aucune réforme. Autre mesure, le parquet des biens meilleurs à faire et qui ont été proposés. Mais vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Le député socialiste Yann Gallu a travaillé pendant des mois sur une proposition de loi de lutte contre la délinquance financière et fiscale.
Ça s'est transformé, du fait de l'affaire Cahuzac, en un projet de loi du gouvernement. J'ai été témoin, et je pense que le sénateur Bocquet de même, que pendant ces 6 ou 8 mois de travail parlementaire, le dispositif initial a été déshabillé progressivement de tous les vrais dispositifs de lutte contre la fraude fiscale. Vous ne voulez pas dire que c'est la finance qui est encore derrière et qui a Écoutez, intrigué pour déshabiller un la projet de finance, loi. Madame la Finance, je ne la connais pas. Non, jamais rencontré. Non. Il faut aussi voyer ce genre de marionnette. Le parquet financier avec compétences nationales, etc., est-ce que ça, c'est au moins ça, c'est pas mal? Non? Non. Non plus? Bah écoutez... Il y a des avis de... C'est l'avis de... Mais qu'il y ait parquetier compétent, c'est une chose. Voilà. Mais c'est un leurre, ça aussi, l'idée d'inventer. Ça fait rire toute la magistrature. Donc la loi n'a évolué qu'à coup de leurre. Ça, j'ai bien compris. Les mesures qu'on a pu prendre derrière tout ça n'ont été que des leurres. Mais cette loi, on ne peut pas l'analyser en tant que telle. Encore une fois, je me réfère à Daniel Lebec, patron de Transparency International, qui est la principale association à l'échelle mondiale qui réfléchit à ces sujets-là. Vous ne contesterez pas la bonne volonté de Transparency International. Dit, depuis 6 mois, on a fait des progrès considérables. Des progrès considérables, ça ne veut pas dire des progrès suffisants. J'ai noté que ces commentaires, pour une fois, sont assez divergents des commentaires de toutes les autres associations. C'est CFD. Alors, M. Lebègue est captif de la finance. Enfin, je ne peux pas dire n'importe quoi. Il y a des progrès qui ont été... Vous me faites dire des choses que je ne dis pas. Non, mais je ne pensais pas que vous puissiez le dire. Vous dites... Il y a quand même un petit peu de choses qui bougent, il y a un peu d'optimisme à avoir par rapport à l'évolution du système. Actons les progrès et regardons les manques. Il y a un moyen très simple, là je vais aller dans votre sens, un moyen très simple de lutter contre la fraude fiscale, c'est d'obliger les banques par lesquelles ces flux transitent à prouver qu'ils ne participent pas à de l'évasion fiscale. Là, c'est radical. En 6 mois, on a réglé le problème. Simplement, il faudrait que toutes les banques du monde l'acceptent. Et ça, c'est pas totalement évident. Un mot d'optimisme ou pas par rapport à ce qui se passe? Je crois que le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas harmoniser, tout au contraire. Pourquoi voulez-vous que tout le monde fasse pareil? Il faut de la concurrence entre les États, comme il en faut entre les entreprises pour protéger le contribuable, comme la concurrence d'entreprise protège le consommateur. Ce qu'il faut, c'est de la transparence. Et là-dessus, je suis d'accord. Transparence absolue, mais je crois qu'on a oublié peut-être un élément dans le débat, c'est la justice fiscale, c'est le sens de l'impôt. Pourquoi paye-t-on de l'impôt? C'est pas pour embêter le monde. Ces impôts permettent de construire une société un peu plus civilisée. Je reprends le mot de Henry Morgenthau, ministre des Finances de Roosevelt dans les années 30. Voilà. Ça sert à ça l'impôt. Des routes, des équipements, des hôpitaux, des écoles, à former un peuple aussi. Sauf que trop d'impôts crée un Big Brother. Et à l'époque, sous Roosevelt, 90% d'impôts sur le revenu aux États-Unis. Un mot d'optimisme éventuellement sur les paradis fiscaux, je ne sais pas quoi. Non, pas d'optimisme, parce que la réforme est à faire. Donc l'optimisme, c'est ça, c'est d'attendre encore que la réforme un jour se fasse. La transparence, on la traque fin à tous les éléments d'information. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans les banques informent en permanence le système public de tous les mouvements suspects, y compris d'évasion fiscale. Donc on sait. Il n'y a plus qu'à agir. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous 4 de nous avoir expliqué un petit peu ça. Puis j'ai retenu qu'aucun de nous n'avait de compte en Suisse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, je n'ai pas envie de démentir en tout cas là-dessus. Bon, merci. Moins bien que M. Cahuzac. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Je vous rappelle notre adresse internet et je vous dis que la semaine prochaine, vous retrouverez Claire Barsac avec un débat sur la place et le rôle, et les pouvoirs aussi, du maire de Paris.